Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci, donc on va écouter la première histoire. Bonsoir, bonjour la famille DMG, selon l'heure à laquelle vous allez écouter l'audio. Likez, partagez et commentez. Alors, je viens vous expliquer l'histoire de mes voisines qui m'a conté celle de son ami, son petit ami à l'époque. Voilà, je viendrai pour une autre histoire raconter elle sa vie. C'est-à-dire que la voisine, en fait, son petit ami en question, un jour est venu la voir. Et puis, elle m'a appelé, viens saluer mon chéri et tout ça. Donc, je viens, je salue le chéri en question et il part. Après, elle vient me conter l'histoire de son chéri en question. Elle dit qu'à son père, le chéri, on va l'appeler comment? On va l'appeler Rémi, d'accord. Donc, son chéri qui s'appelle Rémi. Rémi, son père avait deux femmes, sa mère et la plus grande. Donc, sa mère était la deuxième épouse. C'est comme ça que il y a eu un décès de son petit frère à la maison. Et l'enfant était celui de la première femme. Donc, euh, tout naturellement, après le décès, les gens ont commencé à accuser la mère d'être celle qui a livré son fils en sorcellerie. Parce que ça voyait les visages, spirituellement, on dit que c'est la mère. En tout cas, ils ont eu une révélation là-bas que c'était la mère du petit, c'est-à-dire la première femme de son père qui avait tué son propre enfant. La raison, on l'ignorait. Et c'est comme ça que la mère en question elle s'est défendue. Elle a dit que non, c'était pas elle. Elle est morte de chagrin juste quelques 2 mois après. Donc, on a dit c'est que c'est vraiment elle parce que son fils est venu la chercher. C'est comme ça les gens ont conclu. Après, son père ne se sentait pas bien, très mourant, et son père avait un fétiche. Et dans le fétiche que son père avait, aucune femme ne devait toucher. Donc, chaque fois que le père est mourant, il met le fétiche quelque part, et puis c'est le fétiche qui le fait revivre, en fait, en quelque sorte. C'est comme ça qu'un matin, le père, voulant mourir, appelle l'un de ses fils pour récupérer son fétiche. Malheureusement, il y a eu un mystère. Le père meurt. Je vais en revenir en expliquant le mystère. Donc, le chéri en question de ma cousine, de ma voisine, c'était quelqu'un qui aimait bien la fête, qui aimait s'amuser et qui aimait très souvent partir au village parce que sa ville, c'est-à-dire la ville de son pays, n'était pas loin de son village natal. Donc, chaque presque week-end, il y allait très souvent. Souvent, c'était surtout que son père n'était plus, certes, mais sa mère était encore vivante. Donc, il allait tout le temps. C'est comme ça qu'un de ces quatre, en allant au village, il part se promener avec ses petits du village, son cousin, toute la famille, les jeunes quoi. Ils vont se promener et ils arrivent dans un village voisin. Vous savez que dans les villages, là, les petits villages sont juste collés. Et quand ils arrivent dans le village voisin, ils voient un gros porc qui était attaché. Et apparemment, le porc était en vente, donc ils achètent le porc. Et chacun ils retournent dans leur village. Et les jeunes en question vont faire le porc, c'est-à-dire ils vont le cuisiner. Et lui, ça parvient. Quand ça parvient, il doute un peu. Il- Quelque chose lui dit, ne mange pas. Ben, il est là, il dit non, mais c'est mon agent qui a payé, parce que c'est lui qui a payé ce jour-là avec son agent, parce qu'il était de nature généreuse. Il dit, mais c'est mon agent qui a payé, pourquoi je ne vais pas manger? Et il était là en doute. Il se lève et puis il dit, je vais goûter au moins. Donc il goûte le porc. Quelque temps après, il retourne sur la ville
Mais il n'arrive pas à digérer le porc qu'il a mangé depuis le village. Son ventre commence à se ballonner jusqu'à il ne part plus au travail. Là, on envoie des hommes de Dieu prier, mais ça ne va pas. Et il a un de ses potes qui lui parle euh, d'un vieux au nord. Il lui dit, pars, va voir le vieux, je te donne son numéro. Il va t'aider. Donc il part, il voit le vieux, et le vieux le traite. Et le vieux lui dit, ben, la cause quoi, du pourquoi est-ce que son ventre est comme ça. Il lui dit que c'est le porc qu'il a mangé. En fait, le porc a été envoûté. Que son sixième sens lui avait dit de ne pas manger. Mais pourquoi est-ce qu'il a mangé? Il dit, ne sait pas pourquoi, mais il a juste goûté. Donc, imaginons s'il avait mangé entièrement, son ventre ne voulait plus, son ventre avait grossi comme une femme enceinte. Et quand le vieux a fini de le guérir, le vieux lui a dit, le jour où tu veux partir pour ton village, appelle-moi. Fais-moi signe d'abord. Mais la personne qui t'a lancé ce sort ou bien qui t'a envoûté par ce plat, c'est quelqu'un de très proche de toi. Donc, le jour où tu veux partir, fais-moi signe. Donc, c'est comme ça que le jeune, il décide de partir au village. Et ce jour-là, il informe le vieux. Le vieux se déplace sur la ville et ils partent ensemble au village. Arrivé au village, le vieux lui a dit que quand on va arriver, c'est lui qui t'a lancé le sort. Ça traiterait tout à l'envoyeur immédiatement dès qu'il te voit. Donc quand il arrive au village, son cousin préféré à qui il donne ses vêtements, avec qui il va chercher les petits du village, à qui il fait des dépôts d'argent très souvent, le voit en criant. Aïe, on dit quoi, mais on dit que tu t'es malade, non? Aïe, comment tu as fait pour t'en sortir? Il dit, ah, mon frère, sois heureux pour moi au moins. Qu'est-ce que tu es en même temps étonné, mais tu cries comme si tu étais en colère. Il dit, non, Joe, c'est pas ça, je suis un peu étonné. Et après, le cousin, c'est-à-dire un jour, 2 jours, le cousin commence à faire les mêmes symptômes que lui, qu'il avait. Et le cousin meurt. Il meurt dans la même semaine. Donc, le jeune en question est venu avec son marabout. Il sait d'où ça vient, l'attaque. Voilà. Et le vieux a décidé de venir avec le jeune en question, c'est-à-dire Rémi. Il a décidé de venir avec Rémi dans son village parce que il y a des choses qui se passaient dans la famille de Rémi et, et dans le village de Rémi. Et on accusait toujours les autres. On accusait telle personne quand on attrape une personne de sorcellerie, d'un enfant qui a été mangé, de comme ci, comme ça, et de la mort de son frère qui est décédé là, de son père qui est décédé. Il y avait une personne qui était à la base de tout ça. Quand le féticheur en question est arrivé, il lui a dit qu'il y a eu 3 décès dans cette maison, mais le premier décès c'était un enfant jeune, c'est pour ça que je suis venue. On dit oui, oui, c'est sa propre maman même qui l'avait tué, c'est la première femme de notre père, hein. Et quand elle a fini de tuer son fils 2 mois après, elle est décédée. Il dit non, que la personne qui a tué ton petit frère, qui a tué la mère, qui a tué aussi ton père, cette femme-là, c'est une femme, elle est là. Et qu'aujourd'hui, on saura c'est qui. Tout le monde se regarde. Aïe, comment c'est une femme? Mais c'est de quoi le vieux là parle? Mais le vieux, moi, je ne t'ai pas envoyé ici pour ça. Tu m'as dit que tu veux. Il me dit non, mais ta famille souffre trop parce que cette femme a fait. Elle a créé des fausses couches, elle a créé des échecs. Elle est venue détruire votre famille. Donc tout le monde espère savoir qui c'est. Peut-être c'est une vieille du village et tout ça. Ça se pose des milliers de questions. Donc le vieux commence à faire son travail. Et il dit que la personne en question, c'est une femme, mais dans le monde de la sorcellerie, c'est une métamorphe. Une métamorphe, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de prendre le visage de n'importe qui quand elle fait sa sorcellerie. Donc si tu viens que tu n'es pas fort, tu risques d'accuser une autre personne d'avoir tué cette personne. Et c'est comme ça qu'elle fait les dédoublements dans le village et elle a tué assez de personnes. Elle a fait assez de mal. On dit, mais c'est Rémi dit, mais le vieux, c'est qui cette personne? Il dit, cette personne même va se dévoiler. Et c'est qui cette femme? Cette femme en question, c'est la mère de Rémi qui commence à tomber là, qui commence à se confesser. Je vais parler, je vais parler, je vais parler. Que oui, c'est moi qui ai tué votre petit frère et j'ai pris le visage de ma rivale. Et je lui ai donné le chagrin jusqu'à ce fait qu'elle meure. Et votre papa aussi, le jour où il ne se sentait pas bien, il a demandé à ce que votre petit frère vienne lui remettre
son fétiche de vie. Et moi, je me suis transformée en son petit frère, en votre petit frère, et je suis partie toucher son fétiche. Donc, quand je lui ai donné le fétiche, c'est là que j'ai pris mon visage normal et il a crié, tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué. Et le père, avant de mourir, quand il était en train de suffoquer comme ça, il leur a dit, il disait que le nom de leur mère. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Il disait que le nom de leur mère. Et il dit, tu m'as tué, tu m'as tué. Mais les gens ne faisaient pas de rapprochement. Donc, quand le vieux a dévoilé lui-même sa propre mère comme ça, il dit, depuis ce jour, il a interné sa mère dans une église très loin de toute la famille. Il dit toute sa vie jusqu'à ce qu'elle meure là. C'est à l'église là-bas, va rester. Elle ne viendra plus chez personne, chez aucun des enfants. Donc, bref, la moralité de l'histoire, c'est quoi? Euh, Souvent, on peut accuser une personne dans les familles pour dire qu'il y a une personne qui tue. Mais aller chez plusieurs personnes pour avoir la véracité de l'effet. Parce que la métamorphose existe. Il y a des personnes qui entrent dans des familles et qui commencent à détruire toute la famille. Il faut commencer à remarquer des morts subites, des morts précoces, plein de choses, des maladies inguérissables. Faites vos recherches personnelles, mais ne vous arrêtez pas à une seule version. Et puis aussi, protégez-vous par la prière pour tout ce que vous pouvez. On reste africain, que Dieu nous veille. Soyez vigilants aussi. Quand vous voyez la nourriture, quand vous partez quelque part, écoutez votre corps et votre sixième sens. Si on vous dit ne pas faire ça, vous ne le faites pas. Si on vous dit de ne pas faire comme ça, si vous ne sentez pas la chose, ne le faites pas. Ça en vaut pour votre vie. Likez, partagez, commentez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Ok, bonjour DMG, ici Leonidas. Bon, aujourd'hui, l'histoire que je vais raconter, je crois que c'est juste pas une curiosité, une information que j'aimerais prendre et chercher à savoir si quelqu'un sait quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Je crois, il y a de cela un peu plus longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question de savoir, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Voilà la question. Alors, je commence. Tout a commencé bon, disons, ça s'est déroulé en 94. Oui, en 94, il y a même très bien. Je crois que j'étais en classe de 4e. Voilà. Et précédemment, j'avais dit, bon, ça c'était dans les autres histoires, j'avais dit que mon père s'était divorcé de ma mère, donc moi je faisais la navette dans la même ville. Hein. Mon père habitait encore dans les villas qu'ils avaient construites et ma mère, elle était obligée de louer une maison parce que bon, encore beaucoup de choses. Et entre la villa, entre le quartier où habitait mon père et celui de ma mère, franchement, c'est vraiment distant. Lui, il habitait au quartier qu'on appelle le quartier d'Omoro. C'est pour ceux qui, les Ivoiriens, je suis Ivoirien bien sûr, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a une ville qu'on appelle Man, la ville des 18 montagnes, là où je suis originaire. Et mon père habitait dans le quartier d'Omoro. C'était un quartier, disons, 5 étoiles, là où il est déjà 17h30, 18h, chacun chez soi, il n'y a plus personne. Tu ne vois même pas 11 d'une personne dehors. Donc, moi, personnellement parlant, je faisais la navette. Soit je dormais chez mon père, soit je dormais chez ma mère. Mais dans cette période-là, je pratiquais encore les arts martiaux. Et ce qui faisait que notre dojo se trouvait à la mairie. Pour ceux qui connaissent où se positionne la mairie à moi, se trouvait à la mairie. Il y avait des salles qui étaient là et c'est là qu'on pratiquait. Mais là où habitait mon père se trouvait de l'autre côté de la mer. Ça veut dire qu'il y avait le fleuve qui passait, le fleuve Pau qui passait. Il y avait un petit pont, un semblant de pont sur lequel il fallait essayer d'enjambrer quelques pierres et puis bon, se trouver sur le rivage, sur l'autre côté du rivage. Et là maintenant, tu es carrément dans le quartier de Mort. Moi comme ça, je suis allé à la maison de chez ma mère. Et comme il était l'heure, il fallait que j'aille au dojo là. Donc, je passe voir mon frère d'âme. On va tous au dojo. Et c'est arrivé au dojo, je me rends compte que j'ai carrément oublié mon sac à kimono et autres là, chez mon père.
ce qui veut dire au quartier d'Omoro. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme pour prendre le raccourci, j'enjambe bien sûr les pierres, je me trouve de l'autre côté du rivage, je vais directement à la maison, je frappe le portail, on m'ouvre, je rentre. Bon, disons, je klaxonne, on m'ouvre, j'entre, je récupère le sac parce que j'avais une pièce, une indépendante dans laquelle je dormais. Je récupère ce qu'il y a à faire. Allez, pouf, je retourne. Mais en retournant, j'ai vu que j'étais en retard. Et quand tu es en retard, le maître n'est pas trop content. Donc, il fallait que je cours. Là, je me mets à courir, là, à toute vitesse. Il était environ, je crois, 16h. 16h, 16h30 par là. Je me mets à courir, jusqu'à ce que j'arrive en dessous d'un lampadaire. Ouais, les lampadaires du pays, là. Et quand j'arrive au-dessus d'un lampadaire, je me rends compte que le ciel commence à s'ensombrer comme s'il allait pleuvoir. Et juste un peu loin, il y a une boutique, les Diallo, ceux qui font les boutiques. Le boutiquier, en dessous du. Comme il y a. Le boutiquier, il était bien sûr ouvert, les 16h30 et autres. Comme le ciel s'est assombri automatiquement, on n'a pas compris pourquoi, mais comme ça, quand je venais, il faisait bien chaud. Mais à mon retour, quand je me suis mis à courir, j'avais l'impression qu'il commençait à faire noir. C'est-à-dire que le nuage commençait à couvrir déjà le soleil et on s'est retrouvé comme s'il était 18h30, presque 19h. Du coup, là, je lève la tête, je vois sous l'hangar du boutiquier des personnes qui sont arrêtées. Et à ma grande surprise, j'entends un bruit. Un bruit énorme, comme si c'était une bombe qui venait d'exploser. Pendant que moi je courais, quand je suis arrivé en dessous de lampadaire, je vous assure, je ne sais pas par quel miracle ou par quelle chose, la foudre, eh bien oui, la foudre a frappé. Et quand cette foudre a frappé, bon, en temps normal, elle devait descendre sur moi. Parce que franchement, je peux dire, tout était mis en ordre pour que la foudre puisse me frapper. Donc, à ma grande surprise, dans mon élan, puisque quand tu cours, bon, tu es un peu en élan, dans mon élan, quand la foudre a frappé, elle m'a propulsé, je peux dire, de 3 mètres de longueur. Et pendant que j'étais en train de faire un film, pendant que j'étais en l'air, disons, pendant que j'étais en l'air, je regardais ceux qui étaient sous l'hangar. Des gens, je sentais comme si des gens criaient « Oh !» Tu vois, quand les gens sont pris de peur, ils sont apeurés, ils crient au scandale. Voilà. Je voyais des gens crier, mais je n'entendais pas les voix. Et à ma grande surprise, je suis tombé. Mais tombé pas par terre, sur mes jambes. Et quand je lève la tête au derrière de moi, je vois que le lampadaire a carrément grillé, le lampadaire est tombé. Mais je ne me suis pas arrêté. Je continue à courir comme si quelqu'un qui n'était pas normal. Je continue à courir pour aller au dojo, comme si rien n'était passé. C'est quand je suis arrivé au dojo, quand je me suis arrêté, c'est là que le feu me reprend. Je commence maintenant à me poser des questions, de savoir, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La foudre a-t-elle vraiment frappé? Mais pourquoi surtout? Oh, c'était dans une période où il y avait les tendances, où les gens ils lançaient la foudre. C'était un truc de sorcellerie, où les gens lançaient la foudre sur des gens. Bon, les gens ils lançaient des foudres, au fait. C'est-à-dire que quand ils apprennent que celui-là a volé, on lance, mais moi je n'avais pas volé, je n'avais rien fait. Mais pourquoi est-ce que la foudre a frappé à telle sorte qu'elle m'a propulsé à 3 mètres de hauteur, disons, de longueur, à telle enseigne que j'ai pas compris. C'est comme si j'avais perdu la tête. Quand je suis arrivé au dojo, je n'arrivais pas, je me suis assis. C'est là que je commençais à trembler. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des gens crier. Le lendemain matin, quand je suis repassé sur le lieu, le lampadaire avait carrément cramé. Le lampadaire avait carrément cramé. Et moi, j'avais absolument rien. Mais je vous assure qu'à partir de ce jour-là, quand l'éclair, parce qu'on dit généralement quand le foudre et l'éclair, ils arrivent en même temps, mais comme l'éclair est plus rapide que le son. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Si je ne me trompe pas, hein, quand je vois l'éclair, pouf, je me couche. Ça m'a traumatisé, je vous assure. Pendant des années et des années, j'avais peur du bruit du tonnerre. Quand j'entends le tonnerre gronder, merde, je me couche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était passé en moi. Bon. Ma question maintenant, c'est la suivante. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi est-ce que je n'ai pas été frappé par la foudre? Dois-je dire que j'étais au mauvais moment? Ou franchement dit, il y a quelque chose qui devait m'arriver et que Dieu m'a protégé? Bon, c'est un peu ce que je voulais. C'est vrai que ce n'était pas mystique, mais j'ai trouvé ça un peu mystique. Pourquoi? Parce que franchement, la foudre à main,
les gens, ces vieillards ou bien ces féticheurs, quand ils lançaient la faute, elle atteignait toujours leur cible. Et je n'ai pas compris pourquoi moi j'ai pu être épargné par la grâce de Dieu sûrement. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci et bien avant. C'était Leonidas. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Mes salutations à toute la famille DMG TV. Je suis, je me surnomme Princesse parce que je veux pas dire mon vrai prénom. Donc, je me surnomme Princesse. J'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Alors, je viens pour partager une histoire mystique personnelle. C'est mon histoire à moi. Donc, en 2021, oui, 2021, parce que je vis plus dans mon pays en Afrique. Je suis à l'extérieur. Donc, j'espère que vous allez comprendre un peu sur les phrases que je donne, que j'utilise. J'espère que vous allez comprendre un petit peu. Donc, mon histoire s'est passée en 2021. Et donc, c'est une histoire une dame. J'étais dans la chambre. D'accord, j'étais dans ma chambre. Et dans ma chambre, j'ai le balcon. Et le balcon donne sur une ruelle. D'accord. Et moi, je suis pas dans une maison basse. Je suis dans un immeuble. Et j'habitais au 3e étage. Et ma chambre avait un balcon. Donc, c'est au 3e étage. Et cet après-midi-là, je me sentais très bizarre, donc je me suis assoupie. Ah, j'ai oublié de dire que je suis une songeuse. Et on dit souvent de nous qu'on a la tête ouverte, on est très sensible au spirituel. Donc, je suis songeuse, j'ai souvent des visions endormies, je ressens des choses, donc c'est ça. Et donc, en cette année-là, comme je disais, j'étais dans ma chambre, j'étais un peu assoupie et donc j'étais vraiment pas forcément bien endormie. J'étais mi-endormie, mi-éveillée. Voilà, mais mon corps était très lourd, donc j'étais dans la chambre. Et comme ça, j'entends cogner à la porte de ma fenêtre, j'entends cogner, mais avec insistance, cogner. J'ouvre les yeux, il n'y a rien. Donc, je me dis, je suis très fatiguée. Peut-être, c'est le bruit peut-être du voisin que j'entends. Et on continue à toquer. Toc, 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 toc. Et là, je sais pas, dans mon état endormi, éveillé et tout ça. Donc, je ouvrir le rideau. Je tire le rideau. Je vois une femme. Mais comme les gens de petite taille, comment on appelle les gens de petite taille? Bon, les gens de petite taille, c'était une personne âgée, mais de petite taille, très petits comme ça. Je pense que c'est une malformation, ils sont très petits comme ça. Donc, les gens de petite taille, et elle était très belle. Cette femme était très belle. Elle avait des longs cheveux qui arrivaient jusqu'à ses pieds. Elle était ornée d'or, de bijoux, tout ça. Ses habits étaient un peu, c'est rouge, mais rouge un peu qui va dans le noir, rouge un peu comme ça. C'est mélangé. Bon, vous comprenez. Et donc, cette dame, elle était ornée de bijoux et tout ça. Et elle avait un jeune homme qui... il y avait l'eau qui coulait sur lui. Je comprends pas. C'est pas de la sueur. Mais à chaque fois, il y avait de l'eau. Il était en culotte. Et elle tenait le jeune homme avec la chaîne au niveau du cou. Comme le chien. Le chien met la chaîne au cou. Voilà. C'était une grosse chaîne comme ça. Elle tenait. Et le jeune homme, il tremblait. Il était juste là, il tremblait. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je dors. Je suis arrivée là comme ça.
J'ai dit, je dors. Et donc, j'ai refermé le rideau, je suis repartie m'allonger. Là, je dors. Et là, c'était avec insistance, 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 insistance. Et là, j'ouvre la porte. Comme j'ouvre la porte, c'est la dame. Elle me dit, mais c'est toi, je viens te voir. Je viens t'apporter quelque chose. Pourquoi tu me réponds pas? Je conne, tu réponds pas. Et elle dit, et donc, je dis, mais je vous connais pas. Qu'est-ce que vous faites? Et tout de suite, je percute. Je me dis, mais c'est pas normal que la dame, elle soit à la fenêtre. Il n'y a pas d'échelle. Comment elle fait pour être à la fenêtre? Je suis au troisième étage. C'est pas possible qu'elle ait grimpé jusqu'au troisième étage et puis elle vient comme ça. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et donc là, je dis non, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, mais c'est à toi qu'on doit faire cette offrande-là. Bientôt la saison où tu vas te marier, on ne sait pas encore, tu n'as pas choisi, on doit préparer déjà. Ou bien non, c'est pas là, c'est pas ici. Elle regarde autour, elle dit, mais c'est ici, c'est toi, je dois t'envoyer un colis, un présent. Moi, je me suis pas encore présentée. Vu que je viens d'arriver dans la ville, je dois me présenter. J'ai dit, mais tu es qui? Je veux pas ce jeune homme. Alors, je regarde le jeune homme, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais avec cette dame? Pourquoi tu es avec cette dame? Qu'est-ce que tu fais avec cette dame, le jeune homme? Et il a juste la tête baissée. Il fuit mon regard. Il fuit mon regard. Il a la tête baissée. Il ne me répond pas. Il est tout tremblant. Et je me dis dans ma tête, ah, je connais ce jeune homme-là. Je le connais. Je l'ai déjà vu. Dans ma tête, je me dis, je l'ai déjà vu, ce jeune homme, mais je ne sais pas c'est qui. Mais dans ma tête, je l'ai vraiment déjà vu, ce jeune homme. C'est un jeune homme, il était très jeune. Des gens, disons, peut-être 15 ans, 16 ans. Voilà, disons comme ça, 15 ans, 16 ans. Un jeune garçon. Et donc, je me dis, non, je ne veux pas. Elle me dit, mais c'est ici, j'ai pris pour te faire l'offrande parce que je viens me présenter. Moi, je viens d'arriver ici, c'est toi que je dois donner. Et donc, je crie, je me fâche, non, 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 get out, non, non. Et comme ça, c'est comme si j'étais aspirée dans quelque chose. Je me retrouve dans un endroit, une maison, mais magnifique. Une maison magnifique, comme vous voyez les tentes qui sont dans les tentes des Indiens, là, les endroits où ils font leur salon, comment c'est les coussins qui sont à terre, comme ça. Voilà, il y avait une dame au fond. Donc, je me sens propulsée à cet endroit-là. C'était orné, c'était magnifique. J'ai jamais vu un endroit aussi beau. Pour avoir déjà voyagé, j'ai jamais vu un endroit aussi beau, une maison aussi belle. Donc, je rentre et elle me dit, avance. Elle parlait vraiment d'une voix, mais sa voix était magnifique. Je viens, je m'approche. Dès j'arrive pas à décrire son visage, tellement son visage était beau. Elle était belle avec des longs cheveux, des gens peignaient ses cheveux, des gens lui frottaient des choses sur les doigts, les pieds, ses ongles étaient magnifiques, sa peau scintillait. Elle était très belle, elle avait une peau caramel, comme du caramel, c'est comme si je voulais manger sa peau. Quand je l'ai vue, c'est comme si je voulais manger sa peau. C'est tellement, elle était très belle. Oh, so beautiful. Elle était très belle. Et elle était ornée aussi d'or, de bijoux comme ça. Et je lui dis, qu'est-ce que je fais là? Elle me dit, pourquoi tu te fâches? Il faut qu'on te donne des offrandes maintenant. Tu dois déjà être consciente de ce qui se passe. Je lui dis, non, mais pourquoi moi je veux avoir des offrandes humaines? Qui êtes-vous? Et là, elle, exaspérée, elle crie, elle dit, mais tu ne peux pas continuer à faire comme si tu ne savais pas qui tu es. C'est pas normal, arrête. Elle crie, et les servantes là se sont enfuies
de là où elles étaient comme ça. Et elle me dit, mais tu vois pas qu'on a le même prénom? Non. Je dis, non, moi je ne vous connais pas. Je vais vous donner un exemple. Comme quelqu'un qui s'appelle... comment je vais dire? Je ne peux pas envie de donner mon vrai prénom, mais... Comme quelqu'un qui s'appelle peut-être Letty, et elle dit, moi je m'appelle Laetitia, et donc toi on t'a donné Letty, parce que moi je m'appelle Laetitia, donc j'ai dit pour qu'on te donne Letty, pour qu'on soit toujours connecté, parce que il y a beaucoup, chacune de nous, donc elle, la chef là, on a nos descendants, on a nos gens à qui on donne nos noms comme ça, pour qu'on ne s'embrouille pas. Et donc toi, tu as mon nom. Pourquoi tu renies? On doit te faire des offrandes. J'ai dit non, je ne veux pas. Et là, elle dit, mais quand tu as le désir de faire tel truc, tu penses que c'est qui? C'est moi. Je te garde maintenant que tu dois être consciente de ce qui se passe. Tu refuses. Je dis non, je ne veux pas. Et donc, je me suis réveillée. J'ai prié parce que je commençais à devenir chrétienne déjà pour me consacrer à la chrétienté, baptisée et tout ça. Donc, je priais. Et donc, la même semaine, il y a une sœur de l'église où je prie qui me dit, ah, tu sais, il y a le jeune homme de l'église, le petit de telle famille, je veux dire la famille peut-être, la famille Williams. Oui, il est porté disparu. Il allait se baigner, il est porté disparu, on le cherche. Comment on le cherche? Et là, moi, je ne percute pas le petit Williams et le petit que je vois, que j'ai vu à la fenêtre chez moi. Donc, je ne percute pas. Et elle me dit, oui, le petit William, s'il est porté disparu, il allait se baigner avec des amis et il n'est pas rentré. Donc, la famille le cherche. Donc, on se retrouve, on se met, on prie pour qu'on retrouve le corps. On va, ceux qui sont là pour garder la mer au bord, là, comme ça. Donc, ils disent non, c'est pas possible que quelqu'un se noie là. Regardez, tout le monde vient se baigner. C'est pas normal. Pour qu'il puisse se noyer, il doit aller loin pour se noyer. Mais c'est pas possible qu'il soit allé aussi loin comme ça avec les autres amis. Parce que les amis disaient non, on n'est pas allé loin. On n'a pas joué dans l'eau pour dire qu'il est allé loin. Comme on joue avec le ballon va loin et puis l'autre va prendre. Non, on est juste resté là comme si on est venu juste rester dans l'eau comme ça et puis il est parti. Donc, ça fait 2 jours, 3 jours et après, on a retrouvé son corps intact. Comme il n'a pas été dans l'eau, son corps était normal, comme s'il n'a pas été dans l'eau comme ça. Le corps de ce jeune homme. Et là, on montre maintenant la photo, les gens qui publient les photos, comme ça, comme le deuil, voilà, comme ça, la maman qui a publié pour annoncer que oui, on a retrouvé le corps de William et puis il est décédé. Donc là, je vois la photo, je me dis, oh my God, c'est le jeune homme que j'ai vu et j'ai pleuré. Et je suis rentrée comme dans une transe et puis dans une panique. Vraiment, je paniquais. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pleuré, j'ai prié, mais je ne sais pas pourquoi Et là... quand le jour où on devait l'enterrer, je ne suis pas partie parce que j'arrivais pas à dormir, vu que les parents ne voulaient pas trop faire durer aussi le corps. Comme ça, le deuil, ils ont rapidement fait, puisqu'il n'y avait pas d'enquête. Il y a les gens qui gardent la mère disaient, c'est pas possible que l'enfant se noie comme ça. Il revient 3 jours, le corps est sur le bord de la mer très tôt le matin. C'est tout lisse, comme s'il n'avait même pas été noyé. Donc, on a juste enterré le corps le
le week-end qui suivait. Je suis pas partie, c'était très triste comme ça, like that. Et moi, je comprends pas pourquoi j'ai vu ça, je sais pas. J'ai demandé à ma maman, ouais, demander un peu les questions sur la famille, sur les trucs, parce que je suis africaine de l'Afrique centrale. J'ai demandé comment ça se passe, est-ce que chez nous on a des totems, ce genre de trucs comme ça, you know. Et elle me dit, non, rien, il faut continuer à être chrétienne, il faut continuer à- oh, excuse me. Il faut continuer à être dans la foi, il faut pas faire autre chose. Et même quand je me balade peut-être dans les endroits où il y a d'autres personnes africaines, d'autres disent, ah, toi, on te voit d'eux, on te voit d'où, on te voit les trucs comme ça. Moi, je dis, moi, je comprends pas, je sais pas ce qu'il y a. Et j'ai une fois, juste pour, pour rigoler avec ma maman, j'ai dit, je vais aller voir aussi les tradipatriciens pour voir comment ça se passe, un peu par curiosité et tout. Elle s'est fâchée, elle m'a dit une phrase qui est toujours dans mon cœur. Elle me dit, elle dit, vous, mes enfants, vous avez plus que le tradipatricien. C'est pas tout le monde à qui on va se donner. Vous êtes plus que les tradipatriciens. Si vous partez un jour, ces tradipatriciens, c'est eux qui vont vous prendre ce que vous avez. Et je dis, mais pourquoi nous, on n'est pas dans les initiations comme les autres aussi, comme ça, avec les trucs des tradipraticiens. Pourquoi on n'a pas ce genre de truc-là? Il dit, parce que ceux qui ont déjà ça depuis ils n'ont pas besoin de ça. Il y a d'autres qui ont déjà ça, et d'autres n'ont pas besoin de ça. Donc, je demande, donc nous, on a des trucs bizarres. Elle dit, non. Elle dit, non. Tu es chrétienne, tu vas à l'église, tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu gardes la famille. Donc, c'est ça. Mais j'ai pas eu d'autres... voilà. Je peux voir d'autres personnes, des trucs qui viennent me parler, me demander. J'ai déjà vu des femmes... j'étais en voyage. J'étais en voyage pour Casablanca. Voilà. Oui, tu es là, s'il te plaît, tu viens nous aider dans l'eau. J'ai dit, moi, je ne vais pas dans l'eau, je ne sais pas nager, j'ai peur d'aller dans l'eau. C'est vrai, pour de vrai, j'ai peur d'aller dans l'eau. Et comme ça, je sens peut-être l'odeur de la mer. Voilà, l'odeur de la mer, le poisson. Donc, j'étais en visite à Casablanca. Je suis là et puis, je sens comme un songe où on me dit, viens nous aider, pourquoi tu ne nous aides pas? Tu es de la famille, on est en train de nous faire du mal. Et je cours parce qu'on dit c'est la famille, je cours. Mais quand j'arrive, je vois que je marche sur l'eau et elle dit, c'est pas là. À un moment donné, tu rentres où je vais m'arrêter. Tu rentres, il y aura le trou parce que sur toutes les parties de la mer, on ne rentre pas n'importe comment pour arriver chez nous. Mais tu te rappelles que tu marches au milieu et puis après tu rentres. Mais moi, je ne me rappelle pas. Donc, je cours parce qu'on dit la famille, mais moi, quand je suis sur l'eau, elle est sous l'eau. Moi, je suis sur l'eau, elle est sur l'eau. Elle est habillée comme des gens tu vois, la royauté européenne et tout, les longs cheveux bien noirs et tout. Donc, elle rentre sur l'eau, moi je suis sur l'eau. Donc je cours parce qu'on me dit ma famille. Après je percute, je me dis, ah non, mais moi ma famille n'est pas dans l'eau. Ma famille n'est pas dans l'eau. Et là, elle s'arrête et dit, là, plonge, là, viens là maintenant. Viens nous aider. Elle pleure, elle crie, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais comme tu ne nous connais pas? Tu nous renies. Et je regarde un peu au fond, je regarde aussi la mer et je vois qu'il y a des personnes aussi qu'on emmène comme ça. Comme ils courent, après ils plongent. Et quand ils finissent, ils ressortent avec des choses, ils repartent sur la rive comme ça. Et je me dis, c'est vraiment un monde
Oui, c'est un monde où les gens sont vraiment en contact avec ceux qui sont dans l'eau. Mais moi, je comprends pas. Moi, j'ai jamais fait un truc de pacte. J'ai jamais fait un truc comme ça de tradipraticien. Nos parents ne nous ont jamais emmenés dans ce genre de truc-là. On ne nous ont jamais parlé de ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et après avoir voulu faire d'autres religions comme musulmans, musulmans, j'ai décidé non, je veux être chrétienne. Donc quand j'ai décidé de vouloir être chrétienne, c'est comme tout ressort, tout dit, c'est le temps, il faut te réveiller, tu nous oublies, tu nous laisses tranquille. Pourquoi tu nous oublies? On t'appelle on te donne des offrandes, tu veux pas. On t'emmène à la maison, tu dis tu veux plus venir. Et c'est comme tu combats, tu nous frappes, tu nous frappes. C'est pas, pourquoi tu nous frappes comme ça? Donc, c'est ça mon histoire. Donc, écrivez ce que vous pensez, ce que vous pensez ou ce que vous avez comme information. Écrivez et puis moi, je vais lire dans le commentaire. Likez, commentez, partagez. Salutations à la famille des AMG TV. Bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour, bonjour à tous, à l'équipe DMG, frères et sœurs, et à tous ceux, les auditeurs. Voilà, ce que nous faisons ici, c'est pour sensibiliser, comme on dit toujours. Afin qu'on ait tous bien les yeux bien grands ouverts, les oreilles qui écoutent attentivement, et qu'on puisse maintenant prier notre Dieu pour qu'il nous aide à savoir nous diriger, nous protéger dans cette vie compliquée. Voilà. Car pendant que nous dormions, les enfants de la nuit se promènent. Du coup, il faut vraiment faire attention et se méfier à toutes choses. Aujourd'hui, bon, l'histoire que je vais raconter m'a été racontée par un de mes élèves, des arts martiaux, disons, que j'appelle gradé, et lui, je vais l'appeler V. Voilà. Un soir, bon, pendant l'entraînement, comme il était gradé avec la ceinture rouge, il devait toujours se présenter au 2 jours, parce qu'au moins quand le maître n'est pas là ou le maître vient en retard, l'élève plus gradé aura la charge d'enseigner et puis bon, le nouveau venu pour tous ceux qui sont là jusqu'à ce que le maître arrive. Bon, j'arrive, le gradé n'est pas là. Je demande à savoir, mais quand le gradé n'est pas là, on me dit non, qu'il n'est pas venu, qu'il se sent mal. Comme c'était une famille, qui vraiment aimait les arts martiaux et qui venait toujours à l'entraînement. Donc, la question a été posée au petit frère qui disait non, il est malade, V est malade, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça, après l'entraînement, je me dirige, je vais vers lui et il me raconte l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas présenté et pourquoi il est malade? Alors, l'histoire se passe à Bingerville. Bingerville est une ville de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, une commune d'Abidjan maintenant, ça fait partie du district d'Abidjan. Et comme je vous disais précédemment, à Bingerville, il y a beaucoup de trucs mystiques qui se sont passés, dans lesquels nous-mêmes on a été présents et où certaines personnes aussi ont rencontré, que ce soit à l'église, que ce soit dans la ville et autres. Bon, j'arrive et Yves First, que j'appelle V, m'explique. Et me dit, tiens maître, franchement, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Alors, je l'appelle comme ça, Vers me dit, et c'était les fêtes de fin d'année, parce qu'ils avaient fini l'école, et ils devaient aller aller danser, aller faire les fêtes. Mais la fête se faisait, devrait se faire ou devrait avoir lieu à la Sikoji 2. Pour ceux qui connaissent bien Bingerville, ils savent que il y a 2 Sikoji, il y a la Sikoji 2 et la Sikoji 1. Mais le quartier, là où habitait le gradé Vers, est carrément au quartier Blanguidrom, qui n'est pas loin du cimetière. Et eux, ils habitaient pas trop loin du cimetière. Ça veut dire que c'était à 2 pas. Pour ça, et comme je vous ai raconté précédemment dans l'autre vidéo, dans l'autre enregistrement. Donc, ils sont partis tous en famille, grands, bien sûr, aller faire la fête de fin d'année. Aux environs de 3h du matin, 4h du matin, le gradé dit que lui, il se sent fatigué, il faut qu'il rentre.
Et les frères lui disent, ben, écoute, avec les amis, non, attendons, à 5 h du matin, quand on finit, on ferme tout, on y va ensemble, tout ça. Il dit non, 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 que lui, il compte rentrer parce qu'il commence trop déjà à s'ennuyer dans son sommeil. Bon, étant donné qu'il était déjà avancé aux arts martiaux, pour lui, il se faisait confiance là. Si, bon, disons, un bandit ou quelqu'un de mal intentionné essayait de l'attaquer ou bien de l'approcher, bon, il saurait se défendre. Mais il n'avait pas compris que se défendre avec un être humain, pas bien. Mais aussi, il y a aussi des esprits qui y sont. Donc, c'est comme ça, Vers, il prend son courage et il se met à marcher. Il traverse la psychologie 2, il arrive au grand carrefour, il y a l'église Aris qui est là, il y a une grande clôture. Il longe la clôture. Dès que tu finis, après la fin de la clôture, disons, à la fin de la clôture de l'église Aris, c'est là, tu arrives dans le quartier Banquidrome. Mais disons, le bas du Banquidrome, pas en hauteur. Il y a deux routes. La vraie voie, celle qui est bitumée, mais tu es obligé de faire tout le tour carrément de l'église Aris, qui est vraiment des kilomètres à faire. Passer sur le grand chemin, vraiment, ce serait très loin. Et puis en plus, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ensuite, redescendre encore, parce que c'est diamétralement opposé là. C'est un peu comme un rectangle. Tu as la première face, tu vas la longer, passer sur la petite face, la petite largeur. Bon, longer d'abord la longueur, qui est des kilomètres. Longer la largeur, qui fait partie de la vraie voie ou qui est bitumée, et puis redescendre à la longueur. Ensuite, d'aller à la maison chez lui. Mais par contre, de la psychologie 2, quand tu enjambes, disons, bon, quand tu empruntes la petite passerelle, le petit passage qui fait carrément la largeur de la clôture, ben, tu tombes directement à la maison, disons chez eux, quoi, qui n'est pas trop loin. Tu tailles carrément tout et tu gagnes en temps. Voilà, c'était comme ce qu'on appelle un raccourci. Mais pour forcément arriver chez eux, il faut passer juste auprès du cimetière. Ce qui fait que, chemin faisant, le gradé qui était tout seul commence à marcher. Bon, un peu plus vite, quoi, parce qu'il veut vite finir la route. Il marche. Et il se trouve que, juste en face du cimetière de Benjerville, il y a une petite mosquée que les musulmans, bon, ils mettent peut-être pour. Là où ils lavent les corps, avant de, bon, je sais pas, avant de les enterrer, autres. Voilà, une petite mosquée là. Il arrive à, je crois, à 500 mètres ou 600 mètres par là. Il entend des gémissements comme des pleurs d'enfants. Il entend une petite fille qui pleure. Elle pleure, il dit, mais attends, il est 3 h du matin. Comment ça se fait qu'il y a un enfant qui se met à pleurer? Mais la voix vient vers ce côté-là, de l'autre côté du mur. Bon, il ne voit personne, mais il sait que la voix se trouve de l'autre côté du mur disons, de la mosquée, la petite mosquée là. En plus, il s'approche, plus la voix et le son est encore plus grand. Ça veut dire qu'il s'approche du lieu. Il entend quelqu'un qui pleure. Bon, curieux. Bon, là, il n'a pas été curieux. Hein. Il s'est posé la question de savoir pourquoi. Et comme il y avait la petite route, là, il y a une petite route là, la petite route passe juste à côté de la mosquée. Bon, lui, il a continué à marcher et jetant un coup d'œil pour voir au moins qu'il pleure. C'est comme ça qu'il se rend compte qu'il voit un enfant. Bon, une petite fille de, disons, 8 à 9 ans, qui est en train de pleurer, mais qu'elle se baignait. Au pays, comme quand on a le seau d'eau devant, et on met les mains, on plonge les mains dans le seau d'eau et on verse de l'eau sur le dos à chaque fois. Là. Eh bien, c'est comme ça. Il a vu la petite fille qui était accroupie, qui versait de l'eau. Bon, plus parce qu'il n'était pas loin, hein. On peut dire qu'il était peut-être à 20 mètres. Et il doit passer forcément par là. Du coup, il va s'approcher. Au lieu de 20 mètres, ça deviendra 10 mètres et ensuite 5 mètres. Ce qui va passer vraiment près. Parce que c'est la seule voie qu'il faut. Donc, il commence à s'approcher. La petite fille pleure. Mais dès qu'il s'approche maintenant à 20 mètres, les pleurs cessent. Et là, elle plonge la main dans le seau comme si elle se lavait. Mais quand quelqu'un se lave, parce que c'était peu éclairé, quand quelqu'un se lave, tu entends de l'eau verser ou tu entends quand même le bruit de l'eau à chaque fois. Mais à 2 h du matin, 3 h du matin, qu'est-ce qu'un enfant de 7 à 8 ans fait là? Et comme vous savez, que l'être humain est doté de capteurs, disons, spirituels, ce qui détermine notre énergie spirituelle. Ces capteurs directement sont en alerte. Et là, une frisson terrible traverse. Mais, en fait, comme je disais précédemment, la peur peut se transformer en courage.
Il prend son courage en 2 mètres, disons, sa peur en courage, puisqu'il est maintenant à 10 mètres, à 5 mètres. Là. Il se rend compte que la petite fille en question, l'eau qu'elle verse sur son pied, sur son corps, ne touche pas le sol. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de l'eau, mais il sent de l'eau, mais il ne voit rien par terre. Les herbes ne sont pas, parce qu'il n'est même pas loin. Mais lui, dans sa présence, dans son courage en peur, là, il essaie de voir le visage, mais il n'arrivait même plus à parler. Et à chaque fois qu'il avançait, parce qu'il fallait qu'il la dépasse là, à chaque fois qu'il se rapprochait, elle tournait. Elle tournait de telle sorte que lui ne puisse pas voir son visage. Donc elle tournait, elle tournait, elle tournait. Et quand il a essayé de la dépasser, c'est là maintenant il le regarde. Il dit merde. Il se rend compte qu'une petite fille, bon, pour lui c'était une petite fille, hein, elle est sans visage. Un être sans visage. Pris de panique, il se met à courir. Il se met à courir comme un fou. Il court, comme je vous disais, et eux, leur maison, disons, leur habitation se trouvait juste à côté d'un collège, comment on peut dire ça, d'une école mission, dont la clôture, à force de pluie, et la clôture est tombée. Donc, tu pouvais rentrer dans le collège, dans l'école, et puis sortir directement de l'autre côté, au lieu de faire le grand passage, le grand tour. Donc, il se met à courir. Il se rend compte que plus, je ne sais pas si c'était dans sa tête. C'est lui qui m'explique. Hein. Il dit, maître, je ne sais pas si c'était dans ma tête. Aussi, ces pasteurs me rattrapaient à chaque fois. Mais malgré que je courais, j'avais l'impression que mes pieds étaient lourds. Et quand je regarde derrière, elle est juste à côté, comme si elle allait m'attraper. Donc, il court. C'est quand il a commencé à dire Seigneur, qu'il s'est senti un peu plus léger, à courir, jusqu'à ce qu'il arrive au portail de la maison. Il s'est balancé de la clôture. Il s'est balancé dans la porte. Parce que, heureusement, son frère, lui, il avait demandé de laisser la porte ouverte. Donc, il rentre au salon, il ferme la porte et il entend la personne aussi descendre. C'est-à-dire, quand quelqu'un saute la clôture, tu entends boum. La personne descend et puis il entend des pas. Il s'est mis à la porte, il commençait à trembler parce que le salon est grand et les chambres sont plus éloignées. Donc quand quelqu'un est au salon, tu ne peux pas le savoir parce que du salon aux chambres, il y a une porte. Donc la porte qui mène aux chambres est fermée. Donc lui au salon là, il a fermé le salon derrière lui et il tremblait jusqu'à ce qu'il priait et je me suis mis à prier. Cette nuit-là, je me suis mis à prier de toutes mes forces jusqu'à ce que les pas se sont abaissés et il n'a plus rien entendu. Il allait carrément se recoucher. Quand il allait se recoucher, le lendemain matin, il est tombé très malade. Très malade. Bon, comme eux, ils faisaient partie des beaux-arts, ils dessinaient. 2 jours après, mon élève s'est mis à peindre le visage, bon, disons, cette silhouette qu'il avait vue là. Mais quand tu regardes le tableau qu'il a développé, tu as peur. Parce que c'est sa peur qu'il avait dessiné. Un être sans visage, avec des cheveux, une petite taille. Donc, et c'est ainsi que ça s'achève cette histoire-là. C'est juste pour vous dire que souvent quand on sort, essayons de revenir vite. Ou on attend ce que le jour arrive, ou on revient avec tous ceux avec qui on est parti. Parce que pendant que nous sortons, la journée c'est à nous, hein, bien sûr, mais la nuit c'est à eux. Car le monde est fait ainsi, il y a le yin et le yang. Il y a le bien et le mal. Il y a les enfants de jour comme il y a les enfants de nuit. Donc faisons attention à nous. Et quand on sort, quand il fait trop tard, ce n'est pas la peine de s'entêter. Même si on pense avoir la force, je ne sais pas, ou le courage, ce n'est pas la peine de s'entêter parce qu'on peut tomber sur des choses qu'on ne peut même pas expliquer ou qu'on ne peut même pas combattre. Je vous dis, eux, ils ont la puissance. Et si tu ne crois pas en rien, que tu n'es pas un chrétien, que tu ne crois pas en Jésus, mon cher, tu ne pourras pas avoir le pouvoir qui va peut-être les éloigner de toi. Car qui a le pouvoir a la domination. Merci et bien à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir la grande famille DMG. Alors moi, je suis un fan de la Côte d'Ivoire. Cela fait maintenant 1 an que j'écoute l'émission. Et je tiens à encourager et à dire merci à tous ceux qui envoient tout le temps leur histoire sur WhatsApp et qui racontent leur histoire sur TikTok. Franchement, c'est pas facile. Et je leur dis encore merci parce que cela nous édifie et nous fait apprendre beaucoup de choses.
Alors, moi, je suis un jeune, j'ai 26 ans, je suis en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, et je viens d'une tribu, d'un groupe ethnique qu'on appelle les Baoulés. Et chez les Baoulés, lorsqu'on est, on part voir les féticheuses, qu'on les appelle combien entre guillemets. Et ces femmes-là, lorsqu'on est, elles essaient de consulter un peu pour voir d'où on vient, de quel monde on vient avant de venir dans ce monde-là. Notre vie antérieure, ce qu'on faisait et tout ça. Alors quand je suis né, on m'a envoyé chez une féticheuse, cette féticheuse a dit que moi je suis un enfant de l'eau. Par conséquent, les vendredis, on m'habille en blanc et je portais de l'argent blanc. Voilà. Donc, je tiens à préciser cela parce que c'est très important pour la suite de l'histoire. Bon, aujourd'hui j'ai grandi, tout ça, je suis dans le monde de la musique. Alors, j'étais allé faire une prestation dans un quartier. Et après la prestation, il y a un pote là qui m'envoie un message, il me dit, Go, quand tu étais sur scène, il y a une fille qui est venue après, elle a dit qu'elle veut ton numéro, tu lui plais, tout ça. Alors j'ai donné ton numéro. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc le lendemain matin, la fille en question m'a envoyé un message. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. On s'est envoyé des photos et tout. Donc on s'est donné rendez-vous un vendredi, coïncidence. Et ce vendredi en question, bizarrement, j'étais habillé en blanc, tout blanc, je vous dis. Et la fille aussi, elle était en tout blanc. La fille était venue avec sa soeur et moi, j'étais avec mon ami en question. On a passé toute la soirée ensemble. Mon ami est parti avec sa soeur et moi, je suis parti à l'hôtel avec la fille. Bon, le lendemain, mon ami m'envoie un message, il me dit que bro, ça va pas, tout ça. Il dit, mais qu'est-ce que t'as? Il me dit que non, il était parti dans une ville il y a 2 ans de cela. Et il y a une fille là-bas qui est un peu mystique, qui lui a donné une bague. Elle lui dit que le jour que la bague se casse ou la bague se perd, c'est que tu as fait quelque chose de grave. Je lui dis, ah bon? Il me dit oui, que ça fait 2 ans qu'il a la bague, que c'est aujourd'hui que la bague s'est perdue, qu'il ne comprend pas. Je tiens à préciser que lui aussi, il a couché, excusez-moi pour le thème, avec la soeur de la fille qui avait pris mon numéro. Bon, j'ai dit, bon, peut-être il est parano, tout ça, la bague s'est perdue, oui, c'est normal, puisqu'il y a longtemps tu as la bague. Et c'est comme ça, la fille, elle m'envoie un message, elle me dit que de dire à mon ami de faire très attention à sa soeur, que sa soeur n'est pas une bonne fille. Je dis, ah bon, elle me dit oui, qu'elle pas trop m'expliquer qu'avec le temps, moi je vais voir quel genre de fille elle est. Je dis, ok, pas de problème. Donc c'est comme ça que j'ai dit à mon ami. Et après que la bague s'est perdue, mon ami a commencé à avoir des problèmes dans son travail. Il a eu même des dettes par-ci par-là. Franchement, ça n'allait plus dans sa vie. Après avoir couché avec la soeur de la fille, ça n'allait plus dans sa vie. Bon, la fille, on va l'appeler Marina, parce que je peux pas dire son vrai nom. Alors je suis avec Marina, avec le temps, on est ensemble. Et j'étais dans une période en avril 2020. En avril 2020, il y avait la Pâques et tout. Et chez nous ici, lorsqu'il y a la Pâques, les gens vont au village, surtout dans notre tribu, ils vont au village pour fêter la Pâques, tout ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé au village. Il y a un oncle qui est jumeau. Bon, lorsque j'ai vu cet oncle-là n'aime pas trop ma tête. Il dit, bon, moi je suis un petit bandit et tout ça. Alors on s'entendait pas. Donc j'ai préféré quitter la maison familiale pour aller louer une maison ailleurs. Cet oncle est jumeau. Donc je suis avec la fille, tout ça. Après, il y a un autre ami qui m'a parlé de Dieu. Il me dit que bon, viens, tu vas faire ton baptême. Tu vas te donner à Dieu parce que ça ne va pas dans ta vie. Et puis je tiens à préciser que ça ne va pas, ça n'allait pas dans ma vie. Lorsqu'il fait soir, c'est comme si je ne suis pas à l'aise. C'est comme si non, je me dis que ce soir-là, je vais mourir. Je commence à être triste, je suis seul dans mon coin, je ne comprends pas. En tout cas, ça n'allait pas. Donc mon ami m'envoie chez le pasteur. Le pasteur commence à prendre contact, je vais à l'église, je fais mon baptême. Alors quand j'ai fait mon baptême,
Le lendemain, Marina est venue chez moi. Elle a tout fait. On a eu des rapports sexuels. Et quand on a fini d'avoir les rapports sexuels, Marina, elle a commencé à être calme. Je sais pas, elle était figée, couchée. En même temps, il y a un autre esprit qui est rentré en elle. Une femme qui a elle a une voix de femme, mais c'est pas la voix de Marina que je connais. C'était une grosse voix de femme qui parlait. En tout cas, c'est comme si elle était en transe. Elle parlait elle-même, elle ne voyait pas ce qu'elle faisait. Elle disait non, tu avais cette fille maintenant, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est comme si elle se plaignait du fait que me couche avec Marina, alors qu'elle est dans le corps de Marina, elle parle. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il est paniqué, il a appelé un oncle là, il est venu, lui il est un peu spirituel, il a attaché Marina, il a pris du sel, l'a mis dans l'eau, il a commencé à verser sur elle. Quand il versait sur elle, c'est comme si ça brûlait ses yeux, elle se plaignait, qui arrête ça. Bon, après elle a commencé à vomir du sang, vomir du sang, j'ai paniqué, en tout cas j'étais en panique. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, je suis dans quoi? C'est après Marina qu'elle est revenue en elle-même. Elle me dit que en fait hier à la veille elle a fait un rêve et dans ce rêve elle a vu un monsieur qui était sous un arbre et moi aussi j'étais là et le monsieur m'a donné de la viande et elle était dans le rêve et elle a dit au monsieur de ne pas donner la viande, de ne pas me donner la viande. Alors elle a arraché la viande, elle a mangé et le monsieur lui a dit ce que tu essaies de faire ne fais plus, que c'est pas une histoire qui est entre toi et moi, que c'est entre mon neveu et moi. Le monsieur a disparu dans le rêve, elle a mangé la viande et c'est cette viande qu'elle est venue vomir ce jour-là chez moi. Je dis ah bon, que l'oncle en question est comment, elle a commencé à décrire. Je tiens à préciser qu'elle n'a jamais vu mon oncle. Elle a précisé elle a pardonné, elle a décrit mon oncle. Je dis ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Moi je croyais pas. Un jour elle était venue me voir, on était au quartier, tout. Et j'étais allé prendre un truc à la maison familiale. Donc étant donné qu'elle n'est pas loin du quartier, on s'est vu. Et ce jour-là, elle a vu mon oncle en question. Et elle dit, tu vois ce monsieur qui est là-bas, c'est lui que j'ai vu en rêve. Et moi, je dis, mais c'est mon oncle. Elle dit, oui, c'est lui que j'ai vu en rêve. Je dis, ok. Un jour, j'étais chez moi, j'étais allé voir un ami, sa maman est très spirituelle. Elle m'a vu, j'étais assis là, et puis elle me dit que, est-ce que tu sais que, actuellement, tu as deux femmes spirituelles, deux femmes de nuit. Qu'il y a une qui est blanche et il y a une qui est noire. Que celle qui est blanche de peau blanche, c'est-à-dire une blanche même de race blanche, elle est bien. Et celle qui est de race noire, elle n'est pas bien. Que voilà pourquoi chaque soir tu te sens mal. Chaque soir, c'est comme si quand il fait soir, tu dois aller dormir, tu te sens mal. C'est comme quelqu'un qui a deux femmes à la maison et lorsqu'il y a toujours les histoires, le jour qu'il doit rentrer à la maison, il se sent mal. Il dit ah bon? Elle me dit oui. Il dit mais comment elle a su? Elle dit bon, c'est des trucs qu'on peut expliquer, mais qu'elle me voyait, c'est pourtant je lui ai pas dit que je me sentais mal chaque soir. Alors que lorsqu'elle m'a dit ça, je suis allé dormir tranquillement. Le lendemain, Marina vient chez moi, on dort. Un jour on a dormi, deuxième jour, le jour qu'on dormait, elle a dit que ah bon, tiens mon téléphone. Je tiens à préciser cela parce que c'est important pour le rêve que je vais faire qui vient. Elle me dit que tiens mon téléphone, essaie de jouer ce jeu là que j'arrive pas à gagner. Je joue des jeux dans son téléphone et tout. Et elle me dit que non, donne-moi ta culotte qui est là, je vais porter avant de dormir. Je dis ok tiens, elle porte, alors on dort. C'est maintenant que le rêve commence. Je me retrouve au bord de l'eau, c'est-à-dire au bord de la mer, où il y a les grands rochers. Je suis sur les rochers là, et je suis à côté d'une femme de race blanche. J'arrive pas à voir le visage, mais dans le rêve, je sais qu'elle était très belle. Et on commence à causer.
Et après, je lui dis, bon, moi, je pars à la maison. Dans le rêve, il dit, je pars à la maison. Alors, je commence à marcher, j'arrive à la maison. Je me retrouve dans une maison où il y a une femme de race noire. On discute. Après, je pars me coucher. Dans le rêve, après, je pars me coucher sur un lit. Je couche avec la femme de race noire. Et la femme de race blanche se retrouve sur le lit aussi. Et je couche avec elle aussi. Mais comme une sorte de partouze au fait. Et dans ce rêve, la femme de race noire déféquait sur moi. Excusez-moi pour le thème. Déféquait sur moi. Et la femme de race blanche prenait le drap qui est sur le lit et elle me suait lorsque la femme de race noire déféquait sur moi. Je tiens à préciser que le drap était bleu dans le rêve. Bon, après je sors de la maison. Quand je sors de la maison, il y a un animal qui me poursuit un peu comme un chien. Façon. Je tiens à préciser aussi que dans la vraie vie, j'ai une peur bleue des chiens. Et dans le rêve, c'est comme un chien qui me poursuit. Alors je cours. Je me retrouve dans une maison où il y a plein de jeux vidéo. Là, je suis là, je joue et tout. Et la femme de race blanche avait porté, elle était dans la maison aussi, avait porté la même culotte que Marina m'a demandé qu'elle veut porter avant de dormir. Alors quand je me suis réveillé, j'ai expliqué le rêve à Marina. Elle dit voilà le rêve que j'ai fait. Elle me dit que en tout cas, ça c'est entre toi et tes femmes. Elle souriait. Même ce jour-là, avant de dormir, je tiens à préciser aussi que Marina avait dit cette nuit-là, ça va chauffer avant qu'on se couche là. Et puis effectivement, c'est le rêve que j'ai fait. Donc quand j'ai fini de faire le rêve, j'allais expliquer le lendemain matin à la maman de mon ami qui m'avait dit que j'ai 2 femmes spirituelles. Elle me dit que oui, effectivement, que tu vas commencer à les voir et tu vas voir qui est là pour toi et qui n'est pas là pour toi. Que prie beaucoup, reste toujours en prière. Et c'est comme ça, un autre jour, disons une semaine après, je fais un rêve. C'est comme la femme de race blanche vient me donner un canari. Et dans ce canari, il y avait le drap bleu dans le rêve que j'avais fait précédemment, qu'elle prenait pour me suer lorsque l'autre déféquait sur moi. Le drap bleu là était très bien lavé, bien plié. C'était dans le canari. Dans le rêve, elle me donne le canari avec le drap bleu là, bien plié, bien lavé. Et il y avait comme de l'or dans le canari. Je me suis réveillé. Même pas 2 jours. J'ai reçu de l'argent comme ça, venant de nulle part, payé souvent sur les comptes mobile money. Les comptes mobile money, il y a d'autres qui se trompent, ils t'envoient de l'argent et après ils ne peuvent plus retirer. J'ai reçu de l'argent près de 150 000 comme ça. C'était pendant le Covid. Comme ça, moi-même je ne comprends pas, c'était comme une chance. Après qu'elle m'ait donné le canari en rêve. Et c'est ainsi que j'ai commencé à me donner à Dieu. J'étais en prière. J'ai même dit à Marina de venir à l'église avec moi. Elle dit qu'elle veut pas. Bon, quand tu rentres dans le monde de Dieu, dans le monde du christianisme, à l'église, tu dois laisser les gens du monde qui sont pas dans le christianisme. Et c'est comme ça que j'ai rompu avec Marina. Ainsi se termine mon histoire. J'espère que j'ai bien raconté et j'espère que d'autres ont compris. J'ai plein d'histoires que je vais raconter plus tard. Excusez-moi si c'était un peu long. J'ai sauté beaucoup de détails, mais l'histoire était tellement longue. C'est pour ça que ça arrivé à 7 minutes là. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? La morale de l'histoire, c'est que lorsqu'on dit d'arrêter l'impudicité parce qu'on ne sait pas sur quel genre de filles on peut tomber et quel problème on peut avoir, c'est réel. Dans la morale de l'histoire, arrêter le vagabondage sexuel. C'est ce que je peux conseiller aux auditeurs de DMG. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. À plus tard pour d'autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG. J'essayais de vous raconter une histoire que j'ai vécue un jour au Canada. Tout d'abord, je tiens
à tout le monde, à dire à tout le monde de s'abonner et de continuer à suivre ces chaînes parce qu'elles sont vraiment édifiantes. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur du monde et en général, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Il fut un temps, j'étais avec une de mes copines. Donc, moi, je vivais la vie de dehors. J'étais vraiment quelqu'un qui aimait le dehors, qui faisait les mauvaises choses, vous voyez. Et à un moment donné, je suis tombé sur une fille que j'ai aidée, une fille avec qui j'étais constamment, une fille que j'ai trouvée à la rue. Elle n'avait plus rien, aucun appartement, aucune situation de vie, aucune famille. Donc une fille qui vivait comme ça au jour le jour. J'ai donc eu pitié de cette fille en question. Et dans ma vie de dehors, je me battais comme je pouvais. Bref, j'essayais de nourrir cette fille. Le temps est passé. Au fur et à mesure, j'ai pu récupérer la fille en question dans le sens que je lui donnais à manger, je l'ai aidé à trouver un travail, je l'ai aidé à s'occuper d'elle-même. Donc elle est venue aménager chez moi. Le temps est passé. Elle se comportait bien. Elle avait commencé à reprendre vraiment la tête puisque je vous explique qu'elle était quasiment folle. Elle était pas normale quand j'ai récupéré la fille là. Et moi, mon cœur, je me demande avec le temps pourquoi j'ai essayé d'aider cette fille, mais c'était simplement de l'aide au fil du temps. Donc, le temps passe, on entre dans une relation puisque la fille, je l'appelais Sangrine. Sangrine en question commence à aller bien. Elle commence à faire les tâches ménagères, se comporter comme une bonne femme et tout. On a donc décidé d'aller aménager dans une autre maison. Sur le coup, on vivait nos routines. Moi, je travaillais de nuit, elle travaillait de journée, ce qui faisait en sorte que on économisait notre argent ensemble pour pouvoir évoluer. Le temps est donc passé. Une nuit, j'ai donc eu un business un peu sombre là, donc je vendais des choses. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je vendais des choses. Et dès que j'ai commencé à vendre, il y a eu des personnes qui m'ont intercepté me disant que oui, ils sont intéressés par ce que je vends, bref, des stupéfiants. Et que ils voulaient ça, nanana. J'ai commencé à trouver des clients. Comme je vous ai dit, je vivais la vie du dehors. Je me battais avec l'extérieur et tout et tout. Et il se peut donc que Sangrine en question était consommatrice. Quelque chose que je n'aimais pas parce que moi-même en réalité, je ne consommais pas ça. Tout ce que je faisais, c'était de vendre. Une nuit, je suis couché avec elle. On dort tranquillement. Et elle avait fini de consommer ces trucs-là. Je me lève la nuit. Je vois la fille en question en train de me regarder. Donc, elle me regardait d'une manière, je ne sais pas, comme si c'était un esprit qui me regardait. Les yeux étaient écarquillés bleus. C'était une blanche en fait, c'était une femme blanche. Les yeux étaient écarquillés bleus. Elle me regardait d'une manière amoureuse. Donc, à un moment donné, je reste comme ça la nuit, puisque je m'apprêtais pour aller travailler de nuit. Je demande, mais tu ne dors pas, pourquoi tu me réveilles? Tu me regardes avec ce regard bizarre là. DMG, sans savoir que la fille en question, elle n'était même pas consciente. Ça devait être son esprit qui est sorti d'elle-même. Parce que quand j'ai voulu lui dire, qu'est-ce que tu fais? Je me suis rendu compte que la fille en question était en train de dormir complètement. C'est quelque chose qui m'a fait peur. Et je me rappelle bien que j'avais aidé cette fille à se... Bref, j'avais pris cette fille dans la rue pour l'aider. Je me rendais compte que peut-être je vivais avec quelque chose que je ne connaissais même pas à la maison depuis tout ce temps. Ça n'a pas duré un mois. J'ai tout trouvé les moyens pour que cette fille sorte de chez moi. Quelque chose qui était devenu donc impossible.
J'ai donc trouvé une solution. Bref, j'ai réussi à faire en sorte qu'elle trouve une autre chambre. Et à chaque moment, elle venait toujours à ma porte. Elle cassait la porte. Elle venait forcément pour que je reste avec elle. Et je savais qu'elle était plus simple. La fille en question a commencé à me dire que mais tu penses que tu peux m'échapper, que ça fait longtemps que moi je marche avec ton nom dans la sorcellerie et tout et toutes sortes de choses. DMG, il y a des gens mauvais. Moi j'étais venu dans les bonnes intentions pour aider cette fille, mais je me suis rendu compte que elle en question, elle n'était même pas avec moi. Elle me dit que voici ton nom, j'ai amené ton nom dans, par exemple, l'attirance pour que, en sorte, tu ne puisses plus m'échapper, pour que tu restes avec moi, pour que tout ce que tu fasses reste ici. J'ai tout fait autant mieux que je pouvais. J'ai changé d'appartement. Et en ce moment-ci, je devrais vous signifier que j'étais dans des situations, je n'avais pas de papier, donc je ne voulais pas que la police me signale et qu'on me renvoie au pays parce que je n'ai pas de papier. Je dois vous dire ça tout de suite. Cela dit, à un moment donné, elle me dit tout ça. Moi, je reste tranquille et dans la peur parce qu'elle avait effectivement les preuves. Elle me montrait ça, que tu vois là, tu es attaché avec moi, tu ne peux pas fuir. Je reste là, je panique. Je suis en train de me demander mais comment je vais me faire parce que la fille ici peut appeler les autorités à tout moment et les autorités viennent me chercher ici et on va me déporter. Je reste là dans la crainte. Un jour, je décide d'entrer dans une nouvelle relation. La pire erreur. Chaque dans une nouvelle relation, je me dis que peut-être en amenant cette nouvelle fille ici à la maison, ça va changer les mœurs. Peut-être elle va décider de se fatiguer. C'était donc la pire chose à faire. Puisque celle-ci me dit que bon, comme tu as décidé d'entrer dans une relation, je vais donc appeler les autorités pour qu'on te dénonce. Pour qu'on dise que tu n'as pas de papier. Vous devez savoir que les gens que vous aidez souvent à l'extérieur ne sont pas toujours les bonnes personnes. Rappelez-vous bien que moi, j'étais parti d'une bonne intention pour aider cette fille parce qu'elle était dans le besoin. Et me voilà jusqu'à aujourd'hui, je me retrouve dans des situations contraignantes puisqu'à la fin, cette fille en question, vu qu'elle a vu que elle ne pouvait pas me manipuler dans ses affaires d'attirance, elle a finalement effectivement appelé les autorités pour qu'on me renvoie au pays. Donc c'était à la fin de mon histoire, une histoire un peu triste, mais je suis toujours debout, je me bats comme un lion. Merci DMG. Il faut que les gens s'abonnent pour connaître des histoires comme ça. Et probablement j'en aurai d'autres à raconter. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.